Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La mondialisation est décidément un phénomène extraordinaire et constant. Ce qui arrive en Tunisie, en Égypte, dans la Libye pétrolière a des effets directs et rapides sur nous tous. Les pays arabes se révoltent pour conquérir la démocratie et les libertés, et le sol de l'Europe et peut-être même de l'Occident tremble. La démocratie française, elle se bat ou elle débat pour être plus juste et plus moderne. Elle essaie de chasser ses démons, c'est d'ailleurs le plus souvent la peur de l'autre, la peur de l'étranger, surtout quand il y a tellement de migrants. Elle se veut plus transparente et elle tracte les petits arrangements, les petits accommodements ou les grands, le favoritisme et les conflits d'intérêts. Eliès Chouini, merci d'être là et bienvenue parmi nous à Bibliothèque Médicis. Vous êtes vice-doyen de l'Université Dauphine à Paris. Vous êtes économiste reconnu, remarqué, apprécié. Pas trop de fleurs, mais celles-là, vous les méritez. Vous avez été ministre en Tunisie pendant 45 jours, avec le premier des premiers ministres après la chute de Ben Ali. 45 jours. Je pense que chaque jour devait être difficile et long. Hein? Alors effectivement, je corrige, seulement 30 jours, puisque j'ai fait partie du gouvernement Ghanouchi II. Donc c'est encore plus court et encore plus dense, puisque chaque jour qui passait, effectivement, avait la densité de plusieurs semaines et le contenu de plusieurs semaines. Et vous témoignerez ici sur la Tunisie de l'après Ben Ali et surtout avant la démocratie. Tout à fait. On est en chemin? Il faut du temps. J'ai la conviction que la transition démocratique est engagée. Évidemment, c'est une construction, c'est un chemin, ça prend du temps. Des échéances ont été maintenant fixées pour le mois de juillet avec l'élection d'une constituante. Avec des secousses et des sursauts sans doute. Oui, mais qui sont justement la résultante de la prise de conscience et de la prise de parole de diverses tendances de la société. Qui jusqu'à présent étaient silencieuses ou écrasées ou éliminées. Complètement. Gérard Collomb, sénateur, maire de Lyon, vous publiez chez Plomb. Et si la France s'éveillait et si vraiment elle s'éveillait, et si vraiment l'Europe aussi s'éveillait et travaillait avec la France. Vous traitez tous les sujets tabous pour votre parti, le Parti socialiste, avec une certaine franchise et même originalité. Vous ne craignez pas de vous faire de nouveaux ennemis? Je n'ai pas dit des ennemis, mais de nouveaux ennemis. Évidemment, lorsque vous dites la vérité, la réalité, ce que vous pensez, en essayant de ne pas prendre trop de gants, parce qu'aujourd'hui on a trop dans la langue de bois, vous avez forcément des gens qui réagissent. Mais je crois que finalement, le livre est assez bien accueilli. J'ai eu par exemple... c'est bien, je me dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, mais assez bien accueilli. J'ai eu par exemple un débat la semaine dernière avec les militants du PS du Rhône. Je me disais quand même, ce que je leur dis est un peu abrupt. Oui, comment vont-ils l'accueillir? Dans le Rhône, vous êtes chez vous. Et finalement, très bien. Oh, pas toujours, vous savez. Mais par exemple, Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande. Ségolène Royal, je n'en parle pas, donc elle n'en dira pas de mal. Martine Aubry, un petit peu. Mais je suis plus sur le fond des idées que dans les attaques de forme. Malek Chevel, même question. Vous craignez pas de vous faire des ennemis, vous qui depuis longtemps croyez à un islam compatible avec la démocratie? Alors, si j'ai des ennemis, ça veut dire que je touche quelque chose de sensible et vrai. Et c'est le cas? Et il me semble que c'est le cas. Enfin, on peut encore approfondir, mais dans tous les cas de figure, l'islam est un bon élément d'appréciation, si vous voulez, de la modernité dans cette région du monde. De la modernité? De la modernité, oui. Ah oui, l'islam des Lumières, parce que moi je préconise évidemment un islam moderne, compatible avec la modernité, qui soit un acteur décisif du changement, et pas seulement, si vous voulez, une sorte de conservateur des mœurs, enfin, ou des archaïsmes dans certains cas. Mais ça, vous ne pourriez pas tellement le dire dans certains pays musulmans. Maintenant, peut-être depuis peu, peut-être je vais pouvoir le dire en Tunisie. Oui. Ce sera déjà au moins une évolution sensible. Vous y croyez tellement que vous publiez chez Perrin les grandes figures de l'islam, c'est tout à fait passionnant. Oui. Ces figures, après le prophète, elles ont fait évoluer une religion qui en avait bien besoin. Mais est-ce qu'elle a fait évoluer jusqu'à la démocratie? Je pense qu'il y avait tous les ferments de la démocratie un peu avant le déclin de l'islam. Je dis que l'islam des Lumières, à mes yeux, c'est le 11e, 12e siècle. Vous voyez, donc pour pas être anachronique. Et donc, depuis, nous avons perdu la main, si je puis dire. Et nous sommes en train de seulement... Grâce aux démocrates. La première génération, grâce aux démocrates sur le terrain, si je puis dire,
nous sommes en train de commencer à récupérer, si vous voulez, ce que nous avions comme ambition, comme projet dans le passé. Est-ce que ce n'est pas la vision un peu optimiste? Pas du tout. Je suis alors là très concret, parce que je peux vous dire que depuis le temps que j'écris sur l'islam, très peu de gens ont trouvé des contre-indications, vous voyez, des contre-vérités, on va dire. Tout ce que j'ai dit sur l'islam des Lumières avec, en premier chef, l'exigence de la démocratie. Il reste au monde arabe, dites-vous, à réussir cette mutation gigantesque. Je pense qu'elle est en cours dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, etc. Construire non pas la cité de Dieu, mais la cité des hommes. C'est essentiel. Parce que si nous sommes d'accord au moins sur un seul principe, c'est que les hommes doivent se gouverner entre eux et pas aller chercher un Dieu omniscient qui décide pour eux. Pierre Lascaume, dans La République des idées au Seuil, vous alimentez le débat avec 100 pages consacrées à une démocratie corruptible. Est-ce que c'est par prudence ou par modestie que vous ne dites pas une démocratie incorruptible? Je pense que parler de politique, parler des rapports entre les citoyens, leurs élus, la délégation qu'ils exercent, quels que soient les régimes, c'est toujours un pari. C'est une forme de contrat. Et il y a toujours une part d'incertitude. Donc si je voudrais faire passer un message dans ce livre, c'est justement l'idée qu'il ne faut pas raisonner en termes de bien et de mal. J'essaie de casser le stéréotype. Rien d'absolu. Voilà, des élus qui seraient forcément des arrivistes, des gens qui cherchent à augmenter leurs privilèges, et des citoyens qui seraient passifs, ignorants ou cyniques. Donc je pense que ça se passe à deux. Vous n'êtes pas un intégriste. J'essaie. Ouais. Et c'est assez facile dans ce domaine-là de le devenir, on le voit bien, parce que finalement, on ne parle vraiment de corruption sous ses différentes formes que quand il y a des grands scandales, des affaires. Et moi, j'essaie de m'intéresser au contraire aux problèmes posés par les relations ordinaires que les citoyens ont à la politique. Et là, il y a des exemples, alors, un peu partout. Mais quand vous entendez parler de démocratie irréprochable, est-ce que vous vous dites encore des promesses, encore des rêves en perspective et en l'air? Parce que votre phrase, c'est « les mains pures ne sont qu'un affichage et même une fiction ». Tout à fait. Je crois que dès que j'entends ou dès qu'on entend quelque part des énoncés de ce type, une république parfaite, sans faute, etc., on voit bien que c'est un tour de passe-passe. Ce qui m'intéresse, c'est dans le sens de ce qui se fait aujourd'hui dans disons, la lutte contre les conflits d'intérêts, le fait de rendre visible qu'il y a des conflits d'intérêts, mais qu'on peut poser des règles pour les limiter, que l'on peut donner des vrais pouvoirs à des institutions pour les cadrer, et que dans ce sens-là, la démocratie peut être un peu moins corruptible. Vous allez très écouter. On va mettre cette émission sous l'égide de Tocqueville, que vous le citez. Et pour gagner l'amour et le respect de la population, disait-il, de la population qui vous entoure, il faut une longue succession de petits services rendus, de bons offices obscurs, une habitude constante de bienveillance et une réputation bien établie de désintéressement. Et à partir de son expérience aux États-Unis, il ressort, vous le dites, que c'est dans les libertés locales que s'éprouve quelquefois la conciliation entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Je citerai peut-être 2-3 fois Tocqueville, en particulier les souvenirs, pas la démocratie en Amérique, mais les souvenirs. Eliès Jouini, j'ai déjà dit que j'étais content que vous soyez là, parce que vous avez passé 30 jours extrêmement actifs. Vous allez pouvoir nous raconter de l'intérieur ce qu'est une révolution, à la fois dans son désordre, ses peurs, ses espoirs, etc. Vous avez tout de suite répondu à l'appel du cœur, si je puis dire, de Mohamed Ghanouchi. Vous avez donc travaillé 30 jours à ses côtés. En peu de temps, vous avez pris des décisions fortes, mais elles n'ont pas convaincu. Sous la pression de la rue, M. Ghanouchi a été obligé de partir. Pourquoi ? Tout à fait, parce que nous avons essayé de concilier deux choses. À la fois une demande de changement radical, c'était une révolution, et il y avait des attentes en la matière. Mais nous avons voulu également faire en sorte que l'économie, que la société puisse continuer à fonctionner. Et nous avons donc essayé de marier l'incrémental et le radical. Et évidemment, dans ces cas-là, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça suppose un consensus. Ce qu'était supposé faire le gouvernement ghanouchien, qui était présenté comme un gouvernement d'union nationale, mais qui très vite a perdu quelques-uns de ses... Il y avait des opposants à l'intérieur du gouvernement. Et de nombreux opposants à l'extérieur. Une attente énorme à l'extérieur, une attente sociale énorme. Et puis, nous n'avons pas su, et je le dis très clairement, nous n'avons pas su communiquer, parce que dans ces cas-là, si l'on veut marier ces deux timings différents, eh bien, il faut être capable de communiquer, expliquer ce que l'on fait. Alors évidemment, de très grandes... Mais c'est pas seulement l'explication. Vous dites que vous n'avez pas su expliquer, mais en même temps répondre
à l'impatience de la jeunesse qui voulait voir les changements et la rupture tout de suite. Elle ne venait pas. Alors, il y avait une demande d'abord de rupture politique et c'est clair que nous avons privilégié la réponse aux demandes sociales. Mais ces réponses, elles étaient là, elles étaient sur la table. Nous avons reçu l'ensemble des partenaires sociaux, nous avons commencé à travailler avec eux. Des annonces très très fortes ont été faites en matière de prise en charge de la pauvreté, en termes de prise en charge du chômage. Donc, ces questions-là étaient adressées. Elles ne sont pas vues, parce qu'il y avait en même temps la pression des masses, la pression de la rue. Et M. Ghannouchi a démissionné. Quand il est parti, il a dit qu'il ne voulait pas ordonner la répression contre les désordres, tirait, même contre des manifestants qui voulaient le chasser du pouvoir. Mais qu'est-ce qui déclenche, ou qui conduit ces manifestations ? Écoutez, nous avons eu à la fois quelques poussées contre-révolutionnaires clairement ça veut dire contre-révolutionnaires, c'est les ex de Ben Ali ou c'était le prétexte? Non, ça je pense qu'il y a eu quelques pointes de fièvre qui étaient liées à des tentatives d'anciens apparatchiks ou d'anciens partisans de Ben Ali de reprendre la main ou en tout cas de montrer que leur absence ou leur départ rendait la situation beaucoup plus compliquée. Et puis d'autre part, comme je disais, il y avait ces attentes sociales, il y avait la pression de la rue nous avons eu 2 occupations de la place de la Casbah. La première qui était le fait des régions, donc des gens qui sont venus de toutes les régions et qui, elles, ont eu pour réponse le passage du gouvernement ghanouchien au gouvernement Ghanouchi II, beaucoup plus technocratique, et qui a répondu à leurs attentes. Et puis, il y a eu une deuxième phase, beaucoup plus organisée, qui s'appuyant beaucoup plus cette fois-ci sur des revendications catégorielles et des revendications sociales. Alors un peuple brimé et pendant longtemps humilié qui se soulève, c'est beau. Quand on est sur place, comment on le vit? Est-ce que vous avez découvert une ou 2 Tunisies? Est-ce que la Tunisie, c'est un seul pays? Non, je crois que la Tunisie et la révolution, pour moi, est partie de là. La Tunisie, c'est 2 ou 3 pays. C'est un pays que l'on a souvent mis en avant, celui qui fait que les taux de croissance économique sont élevés, celui qui est présenté comme un pays émergent. Pour schématiser, la côte, celle qui bénéficie du tourisme, celle qui bénéficie des ports, des aéroports, etc. Donc vous, l'économiste, vous avez appris qu'il ne suffit pas de dire des chiffres sincères, la croissance s'étend. Il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit équitable. Ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est valable. L'intérieur du pays, c'est valable pour des pays d'Afrique, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour l'Égypte et toutes sortes de pays. À partir du moment où la croissance n'est pas partagée et où des régions sont oubliées, ont été oubliées pendant des décennies, évidemment, on crée une fracture qui s'est résolue par cette révolution. Aujourd'hui, comment sont l'économie et les caisses de l'État tunisien? Écoutez, les caisses de l'État ont été toujours gérées de manière orthodoxe, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons à être en mesure d'honorer nos engagements et nous avons une marge relative de manœuvre. Oui, et le tourisme, c'était une source de revenus sérieuse, importante. La saison qui vient est perdue. Je ne serai pas affirmatif. La saison actuelle, qui est la basse saison, mais pour laquelle nous avons l'habitude d'avoir des touristes quand même, est évidemment très perturbée, très chahutée. Mais nous avons encore l'espoir de rattraper quelque chose pour la saison estivale. Sur place et qu'il y avait des manifestations, vous les entendiez? Oui. Ils étaient de mon bureau. De votre bureau. Comment on évite la chasse aux sorcières? Comment on évite les règlements de compte? Comment on essaie de rattraper le climat de sécurité quand on ne sait pas si c'est la police qui doit le faire, l'armée ou la police spéciale créée par Ben Ali? Écoutez, de ce point de vue-là, je crois que c'est peut-être là que notre gouvernement a péché en ayant des doutes peut-être sur sa propre légitimité. Je crois qu'aujourd'hui, la situation est complètement différente puisque nous avons à la barre un nouveau Premier ministre dont la légitimité d'abord n'a pas été remise en doute, qui a été acceptée. Monsieur Caïd Essebsi. Il faut dire que c'est un ancien avocat, bourguibiste, 84 ans, mais de grande allure et en même temps de grande réputation. Et assez libre, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous l'avez vu, Malek Chebel, il a dit aux Tunisiens, bon, vous avez obtenu ce que vous voulez, maintenant laissez-nous faire le job, vous reprenez le travail, allez, et dans l'ordre. Et jusqu'à présent, il est écouté. Oui, parce qu'il a fixé en même temps, et c'était ça qui était attendu, il a dit, vous voulez le changement radical, eh bien il est pour juillet, il y aura une constituante, et là vous pourrez vous exprimer. En attendant, laissez les technocrates gérer le pays, et vous, politiques, allez dans l'arène politique, et commencez à construire vos programmes, commencez à échanger, à débattre, à confronter vos idées, puisque pour l'instant, nous avons aussi
un champ politique qui est complètement désert, et pour cause, parce que pendant des décennies, personne ne s'est exprimé, si ce n'est pour se battre pour les droits de l'homme, pour les libertés, et c'est tout à leur honneur. Et je crois que ces combattants pour les droits et les libertés ont aujourd'hui réussi leur combat, mais maintenant il faut construire l'après. À l'époque de Ben Ali, est-ce que vous alliez de temps en temps dans ce qui est aussi votre pays? Vous êtes franco-tunisien, on peut dire? Tout à fait, tout à fait. J'allais très régulièrement en Tunisie. J'ai participé dans les années 90 à la réforme de l'enseignement supérieur auprès de Mohamed Charfi, qui était le grand ministre de l'Éducation et des Sciences. J'ai contribué à la réforme du secteur des assurances en fin des années 90. Mais vous pouviez dire, comme maintenant, ce que vous voulez pardon vous pouviez vous exprimer librement comme... Oui, parce que je suis toujours intervenu dans le champ économique, dans le champ financier et pas dans le champ politique. Parce que vous repartiez. Mais pendant votre intérim, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Écoutez, ce qui m'a le plus impressionné, c'est probablement cette difficulté à la fois à travailler sur des questions qui étaient d'une urgence absolument brûlante, et en même temps des revendications qui étaient à nos portes, à nos fenêtres, comme je disais. Je passais du temps également dans mon bureau à recevoir des délégations qui avaient besoin d'être entendues, qui venaient exprimer cette douleur liée au fait de ne pas avoir été entendues pendant des décennies. Et ça, je crois que de ce point de vue-là, j'ai beaucoup appris et j'ai essayé, dans la limite de mes possibilités, de répondre à ces attentes. Vous n'aviez jamais eu d'expérience ministérielle? Non, jamais. Ouais, et vous avez été ministre aux côtés du Premier ministre, chargé de la coordination, etc. En ce moment, les décisions du nouveau Premier ministre, les décisions pleuvent. Il vient de dissoudre la police politique et l'appareil de sécurité d'État. Ça, c'était attendu. C'est une bonne chose symbolique et réelle pour le pays? Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y a une attente très importante de suppression des symboles de l'ancien régime. Et les symboles, c'est effectivement la police politique. Il y a également des attentes, alors des choses ont été faites parmi les dernières décisions de notre gouvernement en matière de traitement de la question de la corruption, en tout cas au plus haut niveau. Des confiscations de biens ont été annoncées pour la famille en un sens assez large. On va voir ça, Et pourquoi vous n'aviez pas décidé, vous, d'arrêter la police politique? Vous n'avez pas eu le temps? Nous n'avons pas eu le temps. Nous n'avons pas eu le temps. Et aujourd'hui, qui est chargé de la sécurité? Est-ce que c'est l'armée du général républicain Amar, qui pour le moment ne se montre pas, pour le moment ou durablement? Qui s'est montré à chaque fois que c'était nécessaire pour rappeler que l'armée est républicaine et respectueuse des lois de la République. Et que jusqu'à présent, elle reste dans les casernes. Et elle reste dans les casernes et elle sort quand on lui demande de participer au rétablissement de l'ordre, et qui, de ce point de vue-là, donc, depuis le premier jour, donc depuis le 15 janvier, et même un peu avant, puisque comme vous savez, l'armée a refusé de tirer sur la foule, je crois, a montré une grande maturité et son attachement fort à la République. Voilà, et elle a l'agrément apparemment du peuple tunisien. Les femmes sont inquiètes. D'après ce que j'entends, elles craignent que leur statut, celui de la famille, tellement en avance dans le monde arabe depuis Bourguiba, soit remis en question. Est-ce que le danger existe vraiment? Écoutez, la Tunisie a des acquis qui nous semblent aujourd'hui fondamentaux. Non, mais pour vous, en cravate, alors... sans barbe, mais pour d'autres. Écoutez, d'ailleurs, les autres, ils portent la cravate aussi, non? Et plus de barbe. Oui, ils peuvent porter la cravate. Comme disait Malek Chebel tout à l'heure, je crois que la démocratie peut très bien éclore et se développer. C'est ce que nous sommes en train de développer et de démontrer en terrain et dans un pays arabe et musulman. Et aujourd'hui, le parti dit islamiste, en tout cas qui se réclame des valeurs de l'islam, a été reconnu parce que nous faisons le pari qu'ils peuvent contribuer. Et ils feront campagne. Et ils feront campagne dans un cadre républicain et démocratique. Et vous n'avez pas peur de ce qui peut arriver? Non, parce que je pense que les acquis dont je parlais sont profondément ancrés dans notre société. Malek Chebel, pourquoi ces soulèvements sont-ils partis de Tunisie? Vous qui connaissez très bien, vous êtes algérien, mais vous connaissez l'ensemble à la fois du Maghreb et du monde arabe. Je suis algérien du côté tunisien. Tout près. Alors, la Tunisie est un exemple parfait, à mes yeux, pour voir une mutation, en tout cas profonde, de ses pratiques politiques. Je pense qu'elle a démontré d'ailleurs à plusieurs reprises déjà, avec Bourguiba dans les années 50, la Tunisie a démontré qu'elle était capable de faire des gaps
spectaculaire en termes de mœurs, de pratiques collectives, en termes de respect de la femme, en termes d'abolition des lois archaïques, et puis de changement de loi, etc. Donc la Tunisie a toujours eu cette aptitude, peut-être parce que le pays n'est pas grand, peut-être parce que c'est plusieurs Tunisiens, mais quand même c'est vraiment une grande famille, fait que elle est en mesure de proposer du nouveau. Mais enfin, sur ce que vous dites, je suis très heureux de vous entendre, monsieur. Vraiment, je trouve que d'ailleurs, je regrette, M. Joueni, oui, Ilyes Joueni, je regrette que vous ne soyez plus au gouvernement tunisien d'une certaine manière, et que peut-être si un jour on pouvait vous rappeler à d'autres gouvernements, à celui qui est en cours ou à d'autres, ce serait encore une bonne affaire, parce que moi j'aime bien votre discours. Je trouve que vous êtes tout à fait en adéquation avec la demande de l'ensemble du monde arabe, d'une certaine manière, et vous donnez des analyses, des précisions qui sont on ne peut plus respectable. Vous parlez de mutation peut-être d'une manière théorique, etc. Oui, il a agi à l'intérieur, voilà. Et il a vu. Oui, alors il y a l'intellectuel, pour moi vous êtes un intellectuel aussi, surtout, et l'homme politique. Et j'aime bien le discours de l'homme politique qui vient, si vous voulez, conduire le discours intellectuel. Alors, ce que je dirais, tout simplement, mais ça vous le savez, je regrette une chose, c'est que l'ensemble des intellectuels du monde arabe n'ont pas joué le rôle de courroie de transmission, d'explication, d'anticipation sur l'ensemble de la crise existentielle de la jeunesse dans le monde arabe, en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen. Vous a manqué. Oui, et je dirais, non seulement dans le monde arabe, mais même en Tunisie, nous attendons toujours que les intellectuels contribuent au débat, qu'ils expliquent, qu'ils participent à la construction de cette démocratie. Nous allons vers l'élection d'une constituante, mais qui va expliquer qu'est-ce qu'une constituante, qu'est-ce qu'un régime parlementaire, qu'est-ce qu'un régime présidentiel, quels sont les enjeux, quelles sont les règles électorales, tout ça. Évidemment, des juristes vont proposer des solutions, mais si elles ne sont pas discutées... Il faut dire qu'il y a des commissions qui sont en train de travailler avec des juristes indépendants comme M. Benachour. Débattues par des intellectuels. Oui, vous voulez des intellectuels. Et qui ne se contentent pas d'écrire des papiers dans Le Monde ou dans Libération, qui soient sur le terrain. Tout à fait. Et ce qui m'a frappé, c'est que les exilés, même quand ça a été de grands démocrates, quand ils sont rentrés dans le pays, on ne savait même pas qui ils étaient. Alors c'est vrai que certains, effectivement... Mais c'est valable pour beaucoup de pays. Ils étaient surtout prisonniers politiques avant d'être exilés. Oui, c'est ça aussi le problème. Oui, parce que un certain nombre d'hommes politiques tunisiens, comme je disais tout à l'heure, se sont battus pour les libertés, se sont battus pour les droits de l'homme, ont tout de suite subi les foudres du pouvoir, la prison, l'exil, mais n'ont jamais en fait occupé le terrain politique. Et pour cause, ils n'en avaient pas la possibilité. Vous les attendez. On les attend, on attend leur prise de position en tant qu'intellectuels, en tant que politiques. Mais vous êtes économiste, je l'ai dit à Paris-Dauphine. Vous avez pris un congé spécial ? Oui, je suis en congé sabbatique. Oui, pendant 6 mois, 1 an, etc. Écoutez, ce sont des périodes de 6 mois et puis qui peuvent se renouveler. Vous l'avez dit dans vos lettres de démission, qui est une très belle lettre, vous avez dit c'est pas de la défiance, c'est pas de la déception, je continue à m'occuper de la Tunisie. Tout à fait, parce que je crois qu'on ne peut pas, lorsque l'on est tunisien, ne pas aujourd'hui s'occuper de la Tunisie et ne pas être focalisé sur ce qui se passe en Tunisie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont attentifs à ce qui se passe en Tunisie. Il se trouve que moi, je vais vous faire une révélation, je suis allé du 20 au 23 décembre en Tunisie. Vous voyez, juste avant. Vous n'avez pas pris l'avion de Ben Ali? Non, je n'ai pas pris l'avion de Ben Ali. Et donc, évidemment, je me suis renseigné sur la situation en Tunisie. Et ce qu'on me disait, personne ne voyait venir les événements, mais ce qu'on me disait, c'est quand même la difficulté qu'il y a aujourd'hui. C'est que le régime a permis qu'il y ait une formation des enfants, puis des jeunes qui sont allés au lycée d'abord, à l'université ensuite. Et après, le problème qui se pose dans beaucoup de pays du Maghreb ou d'ailleurs, c'est que les débouchés sont évidemment très minces. Et on me disait la crise économique, d'une certaine manière, a retenti également sur nous, parce qu'un certain nombre d'entreprises européennes qui étaient en Tunisie ont délocalisé vers les pays d'Asie, et du coup, pour nous, ça a été économiquement un trou terrible, et un certain nombre de jeunes n'ont plus trouvé de débouchés. Donc vous voyez, la question sociale est aussi importante que celle de la démocratie. Et le problème de la corruption, qui intéresse peut-être Pierre Lanscoum. Mais là, c'est la corruption que vous avez découvert en gros et en grand. Hein? Oui, on peut se demander de l'extérieur, finalement, comment expliquez-vous que le peuple tunisien, est, comme d'autres,
finalement ait accepté cette sorte de pression qui était exercée sur lui, parce qu'il y avait, disons, cette famille qui captait, disons, des grands intérêts, mais il y a aussi les pressions quotidiennes liées à l'administration, donc on voit bien il y a une fonction publique qui doit être sous-rémunérée, insuffisamment rémunérée, insuffisamment formée, et donc du coup qui exerce des ponctions sur la population. Donc comment est-ce que vous comprenez cette sorte de... C'est très difficile de dire, et personne ne peut dire je l'avais prévu. Oui. Mais tout comme je suis spécialiste d'économie financière, donc tout comme une bulle financière, personne ne sait quand elle va éclater, et pourtant on sent que quelque chose ne va pas. Et là, on sentait que quelque chose n'allait pas. Nous avions 150 000 chômeurs diplômés. Et quand je parlais de deux Tunisie, eh bien, quand vous regardiez les régions de l'intérieur, c'était jusqu'à 40 et 50% de taux de chômage parmi les diplômés du supérieur. Nous avions une corruption qui devenait massive. Nous avions Mais vous saviez d'où elle venait? On savait d'où elle venait. Qui étaient les corrompus, les corrupteurs? Tout à fait, avec une prise de contrôle de l'économie qui devenait de plus en plus importante de la part de la famille et qui, du coup, faisait en sorte que même la bourgeoisie industrieuse, entrepreneuriale, etc., ne se retrouvait plus dans ce jeu-là. Et donc on sentait que finalement, il n'y avait plus personne pour soutenir ce système, même si personne ne s'était encore révolté. Tocqueville, Monsieur Tocqueville, la classe qui gouvernait était devenue, par son indifférence, son égoïsme et par ses vices, incapable et indigne de gouverner. Ça s'applique là et dans d'autres pays. Et en particulier, si je parle d'abord comme ça de la Tunisie, c'est le symbole des révolutions arabes. C'est là que ça a commencé. Elle était à la fois pionnière et d'une certaine façon exemplaire. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et il ajoutait... si vous voulez tenir à vos lois, gardez vos lois, gardez même les hommes si ça vous fait plaisir. Je n'y fais pour mon compte aucun obstacle. Mais changez l'esprit du gouvernement, car cet esprit-là vous conduit à l'abîme. C'est valable pour beaucoup de pays, n'est-ce pas, M. Collomb? C'est valable, y compris en France, avec des situations sociales et politiques qui sont difficiles. Vous savez, on parle beaucoup ces jours-là de la montée en puissance de Marine Le Pen. C'est largement dû à la crise économique, sociale, mais aussi morale qui traverse notre pays, comme il traverse un certain nombre d'autres pays. Donc il faut se ressaisir avant que les choses dégénèrent, comme le dit Tocqueville. Vous croyez que quand vous aurez, puisque vous parlez de la situation là en France, quand vous aurez les primaires, que vous allez vous disputer, vous diviser, débattre démocratiquement, comme on dit, vous allez encore, au lieu de favoriser l'unité, montrer une image un peu dispersée du parti et vous affaiblir dans le combat d'aujourd'hui, même si l'alternance est possible? Monsieur El Kabbach, je ne suis pas sûr qu'il y aura des primaires qui seront des primaires extrêmement sanglantes. Je crois qu'au contraire, est en train de se mettre en place un processus de rassemblement. Simplement... Mais du parti ou avec toute la gauche? Non, pas toute la gauche. Peut-être du parti, sans doute dans sa grande majorité, et peut-être de la gauche. La montée en puissance des extrêmes est en train de faire réfléchir, et je ne suis pas sûr que, par exemple, chez les écologistes, quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit ne prenne pas ce risque avec sérieux. Vous allez convaincre Jean-Luc Mélenchon? Pas lui, sans doute, parce que lui, il a décidé de ne pas gouverner. Il y a finalement deux sortes de gens. Il y a ceux qui sont de l'extérieur, qui disent « je ne gouvernerai jamais », donc ils sont un peu imprécateurs. Puis il y a ceux qui vont gouverner. Et ceux qui vont gouverner, il faut qu'ils disent d'abord la vérité aux gens, que la situation économique en France, par exemple, est difficile, qu'on a des déficits. Parce que si évidemment, du jour au lendemain, vous passez de la promesse à finalement la rigueur la plus absolue... On va voir, on va voir ce que vous proposez. Mais vous reprochez à Martine Aubry de ménager la gauche du Parti Socialiste. Et plus le PS radicalise son discours, dites-vous, plus il s'éloigne du projet que pourrait porter Dominique Strauss-Kahn à la présidentielle. Trop, c'est trop. Et Strauss-Kahn pourrait, comme Jacques Delors en 1995, renoncer. Vous allez jusque-là. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez que Dominique Strauss-Kahn y aille et qu'il ne tarde plus à le dire? Qu'il ne tarde plus. On sait qu'il ne reviendra pas avant le G20. Donc, qu'il aura encore 2 ou 3 mois où nous serons dans cette période-là. Mais oui, il faut qu'il revienne. Pourquoi? Pas parce que tout d'un coup, moi, je suis tombé amoureux de Dominique Strauss-Kahn. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est celui de Ségolène Royal, mais après... Oui, après, c'est plus difficile pour Dominique Strauss-Kahn. Pour moi, en tout cas. Ségolène, c'est un autre charme. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, du FMI où il voit un peu quelle est la situation de la France dans l'Europe, quelle est la situation de l'Europe dans le monde.
Et tout ça peut l'amener à proposer un certain nombre de réformes qui permettront à notre pays et à l'Europe de sortir de la marginalité où, à mon avis, il s'enfonce. Et s'il n'y va pas, s'il le fallait, vous dites sans rire, vous êtes prêt à y aller? Sans rire, monsieur El Kabach. Simplement, il y a un discours à porter au sein du Parti socialiste. On ne peut pas être simplement dans une espèce d'opposition absolue à tout ce qui se passe aujourd'hui sans tenir compte de la situation. Vous voyez, demain, on sera confronté au problème de la dette. Vous avez vu, par exemple, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. La Grèce, par exemple, Parti socialiste qui dit il n'y a pas de problème, la situation va faire de belles réformes. Il se trouve au pouvoir. Il se trouve confronté avec une crise de la dette énorme. Il ne sort pas de l'euro. Papa Andréou a pris les bonnes mesures, mais il l'a fait avec courage. Vous avez vu, quand avant, par exemple, les municipales, il a dit, écoutez, c'est simple, hein, si ma politique n'est pas acceptée, moi, je me retire. Il faut, quelque part, avoir le courage des actes manifestations de rue. Et résister qui étaient souvent aux manifestations de rue. Et vous parlez, vous aussi, du problème de l'immigration, etc. Ce qui a frappé les Français, c'est extraordinaire. On parle de la Tunisie, mais on parle de la France, on parle de l'Égypte, on a l'impression que nous sommes tous liés. Mais les images qui ont frappé les téléspectateurs, c'est Lampedusa, et c'est en même temps ce flot extraordinaire, et encore actuel, de mouvements de migration de la Tunisie, de la Libye vers la Tunisie. Comment vous l'avez affronté sur place ? C'était votre job. Alors d'abord, première chose, il faut savoir que Lampedusa, ça ne correspondait pas à des gens qui fuyaient la Tunisie ou la révolution tunisienne. C'est que tout simplement, parce qu'il y avait un affaiblissement des contrôles de la police, de la douane, de l'armée, etc. aux frontières, eh bien effectivement, certains ont saisi cette opportunité pour réaliser un projet qu'ils avaient déjà. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que d'un point de vue humanitaire, on ne peut pas laisser des gens partir comme ça sur des bateaux. Et aujourd'hui, nous faisons face également à un problème humanitaire à nos frontières avec l'arrivée massive de Tunisiens, donc de concitoyens, mais également d'Égyptiens, d'Africains subsahariens. Donc nous avons cette situation à gérer. Et quand ils rentrent dans le pays, ils peuvent renforcer la masse révolutionnaire parce qu'ils sont souvent mécontents ou ils ont le sentiment d'avoir pas trouvé de travail et d'être abandonnés. Vous comptez sur l'aide humanitaire ou sur des ressources propres à la Tunisie? Alors, dans l'immédiat, l'aide humanitaire est indispensable. Le HCR est sur place. Toutes nos administrations sont mobilisées pour assurer le rapatriement, avec l'aide des pays amis, le rapatriement des étrangers qui viennent via la frontière tunisienne dans leurs pays respectifs, pour intégrer, pour accueillir nos concitoyens. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui vont venir grossir le nombre des sans-emploi. Ce sont des gens qui économiquement envoyaient de l'argent à leur famille et donc c'est aussi un manque à gagner, mais ils font partie de la communauté nationale et nous devons trouver. La stabilité dans la Libye, dans les villes de Libye, serait bonne à la fois pour l'économie, la croissance tunisienne et en même temps le climat social. Kadhafi a toujours été considéré comme une menace de la Tunisie, même à l'époque de Bourguiba. Qu'est-ce qu'on fait de Kadhafi ? À l'heure où nous parlons, je pense que la situation de la Libye en général et de Kadhafi en particulier a suffisamment évolué, me semble-t-il, pour dire, moi je peux dire à titre personnel seulement, que les Libyens ont déjà gagné en quelque sorte cette partie-là, dans le sens où leur despote s'est révélé vraiment un despote qui est capable de tirer sur les gens et ça laissera des traces énormes. Il ne faut pas croire, même si d'une manière ou d'une autre les choses se stabiliseraient même artificiellement, je crois à long terme, le système Kadhafi, pas seulement Kadhafi, mais celui de Ben Ali, celui de Moubarak, c'est avec cette captation de la dignité collective, de la liberté collective, de l'intelligence collective au profit d'une seule clique. Et donc la différence avec M. Collomb quand il dit que les choses pourraient se passer ici, c'est qu'ici, il y a la possibilité tous les 5 ans pour élire un président. Super. De dire dégage. Ah bah oui. Oui, exactement. Ce qui n'est pas le cas dans les pays du Sud, où nous avons en fait des despotismes, pour ne pas utiliser le mot de Wittfogel. Mais sans jouer au prophète du lendemain, vous savez, ceux qui savent tout quand les événements sont passés, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore d'autres mouvements, que ce soit pas dire en Algérie, au Maroc, en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, en Iran, en Iran. Je vais vous dire, tous ces pays-là ont le sentiment précis et une conscience vive que des changements doivent être apportés. Du reste, depuis que la Tunisie a bougé,
tous ont pris des dispositifs ou des dispositions d'étapes pour un peu soulager la charge de la population. Donc tous ont pris les devants, vous voyez. Donc ils ont peur d'une part, d'autre part... conjoncturel pour le moment. Peut-être, mais enfin c'est quand même énorme, vous voyez. Le problème des réformes de structure. Donc il faut poser la question de fond. L'état de droit est absolument indispensable, il est requis dans ces régions du monde. Ce n'est pas des régions déshéritées au plan politique. Il faut qu'un jour, nous ayons une vraie décolonisation. Mais on le vit là, une vraie comme s'il y avait la possibilité d'associer, de combiner la démocratie et l'islam. Peut-être, justement, même s'ils ne sont pas des révolutions de l'islam. À propos de l'islam, tout à l'heure vous disiez, est-ce que la Tunisie ne craint pas une invasion des islamistes, enfin une sorte d'une pollution du climat politique par les islamistes? Moi je vous dis, c'est l'état de droit qui règle ça. Si vous avez un état de droit, si vous avez des lois fermes qui sont valables universellement pour tous les citoyens, les islamistes n'ont pas d'autre offre que de l'offre minuscule qu'ils ont toujours proposée partout où ils sont exprimés. Parce qu'ils ne fonctionnent, ils ne travaillent, ils n'agissent qu'en l'absence de l'état de droit. Quand la Tunisie aura un gouvernement stable avec des règles communes valables, y compris l'intelligence qu'ont les Tunisiens de les faire participer au jeu démocratique. Et ça, c'est très subtil. Moi, je souhaite beaucoup qu'il en soit ainsi, hein. Mais on a vu quand même quelquefois un certain nombre de révolutions arriver au pouvoir démocratiquement et ensuite terminer en régime très dictatoriaux. On a vu ça se passer. Ce que nous essayons de faire, c'est effectivement de construire un système. Et Riaz Ben Achour, que vous avez mentionné tout à l'heure, est très conscient, et ce sont ses propres termes, un système dans lequel il n'y a pas de victoire définitive et il n'y a pas de défaite définitive. Et que justement, le pouvoir demain ne puisse pas être accaparé par une nouvelle clique, et quelle qu'elle soit. Pour comprendre les mutations en cours et qui s'accélèrent dans le monde arabe, est-ce qu'il faut connaître l'histoire et les héros de l'islam, les grandes figures de l'islam? Absolument. Je pense que les grandes figures de l'islam sont indispensables pour savoir ce qu'a été l'islam. Moi, j'ai fait une sélection de 40 portraits pour dire, voilà les gens qui ont fait l'islam, fait ou pas fait. Bon, il y a les théologiens, il y a les mystiques, mais il n'y a pas seulement ça, il y a les médecins. Il y a les médecins, il y a les penseurs, il y a les philosophes, les navigateurs. Il y a les hommes politiques, si je puis dire, avec les califes, hein, les souverains, les militaires, les constructeurs, Sinan. Je ne suis pas allé jusqu'aux poètes et tout ça, je les ai inclus dans les penseurs et dans les philosophes. Mais dans tous les cas de figure, pour connaître le présent et pour anticiper l'avenir, il faut connaître et d'ailleurs se réconcilier même avec son passé. Et moi, tout mon travail, c'est justement de dire que nous avons un passé suffisamment brillant et suffisamment positif pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent, regarder le passé comme un plus, comme une ressource supplémentaire, plutôt que comme un frein. Mais vous donnez l'impression que c'était des grandes civilisations, c'est l'été, mais en même temps l'âge d'or d'une civilisation sage et pacifique. Or, il y a eu le passage à la conquête, à la violence et la cruauté aussi. Bien entendu, mais attention, ce que nous oublions, c'est qu'au XIXe siècle, il y avait des penseurs de la Nahda, et dont la Tunisie d'ailleurs jouait là encore un rôle important, et même au début du XXe siècle, des penseurs qui avaient une modernité et une offre politique qui était spectaculaire. Sauf que la décolonisation plus ou moins bâclée un peu partout, ou l'accès à l'indépendance avec Bourguiba, etc., ça a été, dans un cas ça a marché, Bourguiba, hein. Dans d'autres, il y a une privatisation de la décolonisation au profit de quelques-uns, et les gens n'ont même pas eu la possibilité de jouir d'un état de droit avec un semblant de démocratie, ou en tout cas un choix, une participation au choix collectif qui n'a jamais été fait dans le monde arabe. Il y a le débat en France sur la laïcité. À votre avis, vous laissez entendre que si on a peur de l'immigré, si on a peur de l'islam, c'est surtout l'ignorance. Oui. Est-ce que c'est seulement l'ignorance? Non, pas seulement, attendez. Moi, je prêche, si vous voulez, je balaye devant ma mosquée, si je puis dire. Tiens. Voilà. C'est-à-dire... Je croyais presque laïque. Ben, je suis laïque. Mais précisément, moi, je prêche que l'islam peut être tout à fait laïque en France, qu'il n'y a aucun empêchement à ce que le musulman soit un bon musulman dans sa mosquée, un bon citoyen à l'extérieur de la mosquée. Je l'ai dit devant vous ici, sur ce plateau, avec Dalil Boubacar en face. Et donc, vous savez, dans un combat ancien, je milite pour que l'islam soit sécularisé, pour qu'il soit connu et pas craint. Mais vous militez dans les deux sens, je veux dire, pourquoi personne ne réclame une réciprocité à l'égard de la laïcité et des lieux de prière? Pourquoi on ne dit pas, moi je m'occupe d'ouvrir des mosquées,
ici, mais accepte-toi des églises Moi, je dans le pays. Je peux vous dire que là, c'est lié tout simplement à la population. Vous ne pouvez pas construire des églises et des synagogues en l'absence de juifs et de chrétiens. Mais quand il y a eu Si vous les avez découragés, ils sont attendez, plus là. attendez, non. Pas comme la Tunisie c'est ou le l'histoire. Maroc. L'histoire les a peut-être découragés, les cassures, les grands traumatismes, etc. Mais quand il y a eu des juifs et des chrétiens en terre d'islam, ils ont toujours eu et joui librement de leurs synagogues et de leurs églises. Jamais il y a eu un dépassement à cette règle. En revanche, quand il y a eu un affaissement, minoritaire, hein. en revanche, attendez, quand il y a eu un affaissement de l'état de droit, un affaissement de la structure politique, de part et d'autre, hein, je n'incrimine personne, là, pour le coup, en effet, les minoritaires payent le coup. Malek, un mot. Je lisais que l'Arabie Saoudite... Il y a eu les chrétiens orthodoxes avant Noël, qui ont été victimes d'attentats. Je me suis bien mobilisé là-dessus. Je vais vous dire, en Irak, la situation n'est vraiment pas brillante en termes d'état de droit. Même en Égypte. Et en Égypte, avec la pression, il y avait une sorte de prodrome, une sorte d'anticipation de la crise. Les jeunes, les minoritaires l'ont payé. Je voulais poser une question. L'Arabie Saoudite a prévenu qu'elle réprimerait toute manifestation comme contraire à la charia. Est-ce qu'il est vrai que le Coran ou un texte dit si tu manifestes, Dieu te punira? Ou c'est une astuce? C'est une astuce de casuistes wahhabites qui se sont emparés du pouvoir depuis 2 siècles, 3 siècles maintenant, et qui ont toujours associé l'autorité du souverain à l'autorité divine. C'est des monarchies de droit divin, quasiment. Eh bien ça va changer également, y compris à mon avis en Arabie. Gérard Collomb, vous dites qu'il faut relever un des nouveaux défis d'aujourd'hui, l'intégration de notre Europe judéo-chrétienne, d'une autre grande religion, l'islam. Et vous racontez votre itinéraire, votre socialisme, vous qui êtes laïque, comme la République, et vous êtes franc-maçon. Oui. Bon. Oui, mais je raconte surtout dans le chapitre l'histoire de l'Église de Lyon. L'Église est au départ, sous la Révolution, contre-révolutionnaire. Et puis, petit à petit, elle s'ouvre d'abord à la question sociale, à Lyon, en particulier avec les canuts, l'histoire. Puis elle se sécularise, comme vous le dites. Et donc, la laïcité française, qui reconnaît toutes les religions, à mon avis, est un instrument formidable pour pouvoir séculariser l'islam. Donc il faut ce débat. C'est le défi d'aujourd'hui. Il faut le débat en France. Il faut le débat, il faut en tout cas, mais pas le débat qui soit dans l'accusation, si vous voulez, parce qu'on voit bien sur l'identité nationale. Non, mais sur la laïcité, l'identité, on en a parlé. Oui, mais l'islam, c'est ça qu'on veut lancer. Est-ce que l'on va lancer à nouveau un débat contre l'islam? Si c'est ça, ça sera une erreur fondamentale. Si au contraire, on veut en faire un outil de laïcisation de l'islam, de connaissance de l'islam, ça sera quelque chose de bien. Vous y participez. On va vite parce que vous êtes tellement passionnant qu'on est emporté. Il y a tellement de choses à vous demander. Vous, par exemple, vous demandez au Parti socialiste de prendre en compte la réalité de l'immigration. Elle est à l'œuvre partout, en Chine, en Amérique latine, sur la frontière des États-Unis, en Afrique et maintenant des deux côtés de la Méditerranée. Et on voit bien que c'est un casse-tête du Parti socialiste. Et ce qui est aussi la chance du Front national. Et vous demandez à propos des sans-papiers, je ne crois pas que la gauche puisse s'engager à régulariser tous les sans-papiers lors de son arrivée au pouvoir. Vous êtes fait engueuler par le parti? Pour le moment, non, mais ça va peut-être venir. Mais je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Du Parti socialiste, disez-le. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis sans doute en France celui qui construit le plus de logements sociaux. J'en construis 5000 par an. On va dire, il y a 2000 qui étaient des mal logés et donc où il fallait les loger autrement. Donc j'ai un solde de 3000. Si j'ai 5000 personnes qui arrivent chaque année dans mon agglomération, vous savez ce que j'ai? Des bidonvilles. Si c'est cela que l'on veut, moi je trouve que ce n'est pas digne de l'accueil d'immigrés en France. Si on accueille, il faut accueillir dignement. C'est ce que je dis dans mon livre. Autre exemple qui peut choquer vos amis du PS, c'est la lutte contre la dépense publique à cause de la dette et de la compétitivité. Vous dites la réponse de la gauche ne pourra plus être en 2012 le toujours plus. Exact. Dit il faut faire payer les riches. Moi, je ne dis pas exactement ça. Je dis qu'il faut des réformes de structure fondamentales. Par exemple, sur les retraites, ce n'est pas le toujours plus, il faut changer le système. Et moi, je suis pour un système de type suédois. Sur l'assurance maladie, je dis attention, on ferait bien de changer les structures. Et je suis pour une décentralisation
totale de l'appareil de soins français, alors qu'aujourd'hui, tout est géré de manière centrale. Voilà ce que je dis, changer les structures plutôt que de dire on va donner plus à tout le monde, ce qui est totalement irréaliste dans la situation actuelle. On dirait du Raymond Barre plus du Mendes France et éventuellement, éventuellement du Balladur. Eh bien, écoutez, j'ai dit que effectivement, Mendes France pour moi était un modèle, et je crois que si aujourd'hui on a encore le culte de Mendes France très longtemps après sa mort, c'est peut-être parce que lorsqu'il était au pouvoir, il faisait ce qu'il disait, ce qui quand même tranche avec beaucoup de politique. Et qu'il avait prévu et il tenait à dire la vérité. Et vous parlez aussi beaucoup de l'Europe, vous vous dites que le prochain mandat présidentiel sera européen ou alors ce sera l'échec. Il est franc-maçon. Est-ce que les francs-maçons, vous, les spécialistes de la corruption et du favoritisme, etc., c'est pas un réseau aussi qui pourrait être observé comme un lieu non pas de corruption, mais d'influence et de favoritisme? Alors je botte en touche, donc je ne répondrai pas. Parce que vous êtes aussi franc-maçon? Non, pas du tout. C'est pas spécialiste, voilà, simplement. Voilà. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, une des caractéristiques de la France, et nous avons des regards extérieurs, en partie extérieurs, est certainement le fait que, et prenons ce que je connais mieux, les grands corps d'État, le fait que la France ait d'un certain côté à structurer son administration et progressivement aussi bien sa vie politique que sa vie économique sur des groupes qui ont été en général une élite formée, sélectionnée, mais qui est très solidaire. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre sur les francs-maçons? Parce que je n'en sais rien. Ah bon? Mais vous ne dites pas, là aussi, il y a des réseaux d'amitié, de complicité, de... Oui, mais enfin, vous voyez, il y en a partout. On n'ose pas. D'accord, allez, on passe. Ça peut être des groupes religieux, ça peut être des groupes politiques. C'est l'économiste qui va répondre, peut-être? Mais pourquoi voulez-vous que les francs-maçons, c'est comme tous les groupes sociaux, monsieur El Kabbach, quand on commence à dire les... À mon avis, c'est là que se pose le problème. Pas d'exclusion, pas d'exclusion. Non. Allez, venez. Il faut parler de chaque personne individuellement. Voilà, c'était pour vous taquiner. Vous dites il y a la corruption et les corruptions. Quelle est votre définition de la corruption? D'autant plus que vous dites souvent qu'elle est une relation à trois. Voilà, donc ce que l'on peut constater dans à peu près tous les pays, c'est qu'on emploie ce mot, la corruption, comme si c'était un phénomène unique. Alors il suffit d'observer des pratiques et surtout quand on fait des enquêtes, de se rendre compte que chaque personne ou chaque groupe, en fait, a des perceptions différenciées des situations, on peut dire, d'abus de fonction. Parce que ce qu'on peut dire est une pratique corrompue, une pratique d'abus de fonction ou d'un mélange entre des intérêts privés et des intérêts publics. Vous dites que la probité ne concerne pas que l'État. Et que la probité ne concerne pas que l'État. Il y a, d'ailleurs, même dans le Code pénal français, il y a même une infraction de corruption privée, c'est-à-dire, mettons, un entrepreneur qui rachèterait les services du salarié d'un concurrent peut, pour obtenir des informations. Donc, si vous voulez, il y a cette différenciation des formes, et selon les personnes, disons, les mêmes faits, prenons, nous avons tous en tête des exemples récents, on voit bien à quel point il y a des points de vue différents, même par rapport aux actes qui ont été très instruits, commis par l'ancien président de la République. On voit bien des gens qui considèrent qu'il y a eu des transgressions importantes et que symboliquement, même si les faits sont anciens, etc., que ces règles soient rappelées, à des gens qui considèrent que tout ça, ce n'est pas grand-chose. Vous faites un croquis ou un dessin et vous trouvez 3 zones. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone blanche? Alors, la zone blanche, alors c'est plutôt sur la question de l'accord ou le désaccord entre les citoyens et les politiques. La zone blanche, ce sont enfin typiquement le petit favoritisme ordinaire. C'est vrai que beaucoup de citoyens, et pas simplement en France, mais parlant de ce que nous connaissons, considèrent que que les élus ont une fonction sociale et que finalement, il est normal de s'adresser à un élu pour, disons, quand on a un conflit avec une administration fiscale. Jean Collomb, il en a parlé tout à l'heure, c'est un peu normal. La zone noire. Voilà. Alors la zone noire en France, c'est deux ou trois choses. C'est l'enrichissement personnel. C'est deuxièmement le fait d'une trop grande proximité entre un responsable public et des intérêts privés. Donc le soupçon de... Voilà. Et le troisième dimension très importante, qui est plutôt une dimension morale, qui est l'aspect mensonge. Et on voit bien dans les événements récents deux ministres qui ont cumulé ces deux types de problèmes, c'est-à-dire une trop grande proximité avec des intérêts privés, disons, accompagnés de beaucoup de mensonges. Mais désormais avec Internet, Facebook, je peux faire une remarque Facebook, Internet, les Wikileaks, etc., les justiciers, les oraux sont partout.
Oui, mais ce qui est, Monsieur El-Kabbach, ce qu'on peut remarquer aussi, pourquoi il y a besoin de ces euros, pourquoi il y a besoin de la presse, c'est parce qu'aucune des structures publiques qui finalement devrait s'attacher à la défense de la probité publique, n'a été active dans tous ces phénomènes-là. Vous avez noté qu'après le rapport Sauvé, le gouvernement annonce pour on verra bien au mois de juin une déclaration et un projet de loi sur les conflits d'intérêts. On verra bien ce que ça. Mais voyez, mais la zone dominante, c'est la zone grise. La zone grise. Alors là. Mais puisqu'on parle du futur, sur Sauvé, on verra bien ce que les politiques seront capables de faire, des propositions. Parce que la France a comme spécialité de produire des institutions molles. Il existe une commission sur la transparence de la vie politique, contrôle des comptes de campagne, un service central de prévention de la corruption. On ne va pas vous faire ici un cours de droit public. Non, mais vous demandez que cette haute autorité à venir ait de réels pouvoir de sanctions, de contrôle. Et surtout indépendante de l'exécutif. Finalement, les sanctions, c'est pas plus important. Mais par exemple, elle aurait l'autorité de contrôler la formation des fonctionnaires et des élus de tous les niveaux pour que beaucoup de gens découvrent des règles de la probité publique qui n'ont jamais été formés à ça. Elias Jouini, je tourne vers vous. 32 membres des familles Ben Ali Trabelsi étaient détenus dans les casernes ou dans des prisons de l'armée. Est-ce qu'ils le sont encore? Oui. Est-ce qu'ils passeront devant des tribunaux? Oui, alors il y a eu deux choses. Il y a eu d'une part une décision sous forme d'un décret-loi de confiscation des biens mal acquis, de l'ensemble des biens acquis depuis 1987, donc depuis le 7 novembre 87 pour la famille directe et puis depuis leur entrée dans la famille pour ceux qui y sont rentrés par voie de mariage. Donc c'est la confiscation totale des biens pour Zine el Abidine Ben Ali et son épouse et 110 personnes de la famille. Ouais. Et puis ensuite, ça n'empêche pas, donc ça c'est une loi, mais ça n'empêche pas des poursuites judiciaires. Donc il y aura des procès. Il y aura des procès. Avec une instruction en cours, dans combien de temps? Écoutez, la justice est en train de se saisir du dossier. Vous savez, nous avons procédé avec à trois niveaux. D'une part, une loi pour faire vite et pour traiter rapidement un certain nombre de points qui correspondaient à la fois à des attentes et à des abus manifestes. Deuxièmement, la justice qui est là pour faire son travail. Et puis troisièmement, une commission qui a été mise en place sous la présidence d'Abdel Fattah al-Mour, qui, elle, a pour objet de faire finalement une cartographie de l'ensemble de ces réseaux de corruption et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc la famille de l'épouse Ben Ali, Leila Trabelsi elle-même, redevienne ce qu'elle était au avant début. Le 7 novembre 87. Pauvre. Alors, la saisie porte sur tout ce qui est en Tunisie et que l'on peut saisir, ça porte également sur l'étranger, mais c'est évident qu'il y a énormément de travail à faire. De l'intérieur. Est-ce que vous avez considéré que l'Occident a tardé à reconnaître le mouvement démocratique et populaire en Tunisie? Non, j'ai pas l'impression. Non. L'image de la France? Je ne parle pas l'image de certains de ces diplomates, mais de la diplomatie française. Écoutez, la diplomatie française aujourd'hui est à nos côtés et... Non, ça c'est le langage officiel. Non, mais... La vérité. Non, mais écoutez... Quand vous étiez avec M. Ghanouchi, le gouvernement vous disait ils nous aident ou ils nous aident pas, où ils sont, on n'entend pas leur voix. La France est venue après d'autres pays, mais a su faire des propositions concrètes sur le terrain et je crois que aujourd'hui, il n'y a absolument aucune interrogation de ce point de vue-là. Très vite, la Tunisie, si je me rappelle bien, a proposé de réunir à Carthage, entre le mois de mai et juin, un grand sommet international pour l'aider sans tarder. D'abord, est-ce que l'idée est maintenue? Écoutez, c'était prévu pour fin mars, c'est évident que ça n'est pas possible pour fin mars. Le Premier ministre, dans sa conférence de presse d'hier, a indiqué, M. Khaïd Essebsi, que le projet est maintenu, reporté, mais que le principe est maintenu. Qui vous a dit oui? Écoutez, nous avons eu des contacts avec la France, avec l'Allemagne, avec les États-Unis, avec les grands organismes. Pour l'instant, nous avons eu des messages positifs en disant oui, nous soutenons cette démarche. Et est-ce qu'on peut lui demander? Et DSK vous a répondu? Ouais, le FMI, il va lui dire. Écoutez, je n'ai pas d'éléments, mais sincèrement. Donc vous voulez, est-ce que par exemple, vous demandez à Nicolas Sarkozy, à Mme Merkel, à M. Cameron d'être là? Écoutez, comme ils l'ont fait pour l'Afghanistan. Écoutez, pour les Palestiniens. ce point n'a pas encore été tranché. C'est-à-dire, est-ce que nous souhaitons que cette conférence soit une conférence au plus haut niveau avec les chefs d'État, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'inviter au niveau ministre de l'économie, ministre des Affaires étrangères, au niveau opérationnel? Vous, Tunisiens.
Aujourd'hui, nous avons à la fois des besoins urgents et sur lesquels nous recevons déjà le soutien des pays amis, ce dont je parlais tout à l'heure, le problème humanitaire. Nous avons des problèmes en matière de formation professionnelle parce que ce problème du chômage des diplômés est un vrai problème profond que nous devons adresser. Et nous avons besoin... être diplômé, ça n'est pas un métier. Donc aujourd'hui, il faut leur apprendre pour certains un métier. Ils n'ont pas travaillé depuis 5 ans, 10 ans parfois. Donc des besoins en matière de formation professionnelle, des besoins pour permettre à des jeunes de parfaire et de compléter leur formation en Europe et en particulier en France. Donc les besoins sont multiples. Et la France peut aider. Et la France peut aider, oui. Le président Sarkozy, Alain Juppé, Henri Guénaud réhabilitent et relancent l'idée de l'union pour la Méditerranée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très sensible. Moi, j'ai participé avec Romano Prodi à la Commission européenne à au moins écrire la charte d'une des fondations méditerranéennes. Il faut vraiment la relancer parce que de temps en temps, quand on parle de l'Union pour la Méditerranée, on se fend la pêche. Peut-être sur, je vais dire, avec les bases actuelles et sur une base nouvelle, d'inclure un peu plus la société civile, de faire participer les intellectuels des deux rives de la Méditerranée et pas seulement les politiques et pas seulement les C'est vrai qu'il y a 500 millions de citoyens européens et 170 millions de voisins entre Agadir au Maroc et Port Saïd en Égypte. C'est une force. Vous voyez, Jean-Pierre Elkabbach, vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire pour la Tunisie? Que les chefs d'entreprise français aillent à nouveau investir, que les touristes aillent en Tunisie, ça sera une aide magnifique. Et d'ailleurs, les villes peuvent sans doute vous aider, et j'ai fait cette proposition. Vous êtes jumelé avec quelqu'un ou pas encore? Non, on allait se jumeler, voilà. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. Avec qui? Avec quelle ville? On voulait aller se jumeler avec Tunis. Voilà. Où on voulait parler du réseau de transport. Dans le monde économique, l'autre jour, l'économiste Jean Pisani-Ferry, que vous connaissez, définit peut-être bien le choix pour l'Europe. Soit se mobiliser et aider l'Égypte, la Tunisie, c'est à l'avantage de l'Europe en plus. Soit se mobiliser, alors il dit, soit recruter des gardes-côtes et acheter des patrouilleurs. Et sans fin. Il vaut mieux aider. Je crois que ce que montrent aujourd'hui les mouvements qui ont démarré en Tunisie, qui se poursuivent ailleurs, c'est que d'abord, nous avons un destin commun. Donc l'union pour la Méditerranée au sens de destin commun, ça, c'est une évidence. Maintenant, la forme politique, c'est évident qu'il faut associer aujourd'hui beaucoup plus les sociétés civiles parce qu'elles ont démontré là aussi leur maturité et leur capacité à participer. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous apprenez au cœur de la marmite, de la bouilloire, de l'effervescence? Qu'est-ce que vous avez appris? Écoutez... Personnellement, à écouter beaucoup plus, certainement, à être attentif aux attentes. Probablement. On change personnellement. On change personnellement. Je crois que ce mois m'a beaucoup appris. J'ai appris également qu'il faut communiquer beaucoup plus. Il ne suffit pas de faire, mais il faut le faire savoir. À la fois comme homme politique et comme intellectuel et dans les cours que vous donnerez à vos étudiants. C'est dur la politique. Voilà, il sait ce que c'est. J'ai appris les coups bas aussi. Les intellectuels et les politiques de chaque pays européen cherchent les meilleures idées et les meilleurs chemins pour leur démocratie, qu'elle soit performante, juste, moderne, transparente et avec le moins de corruption possible, parce que vous avez dit l'intégrité absolue, etc. C'est un mythe. C'est un mythe. Bon, une fiction. C'est une manière de tenir compte de l'appel à la liberté et à la justice. Ensemble des peuples qui en ont si longtemps été privés. Je vais tellement vite. Vous avez fait entendre leurs voix, leurs craintes, leurs espoirs avec de l'enthousiasme, du dynamisme, avec parfois quelques préoccupations et inquiétudes. Je vous en remercie, les uns les autres, au nom de toute l'équipe de Bibliothèque Médicis. À vous tous, salut fidèles et bien sûr à bientôt.